Bon, ben voilà, c'est le café Philo d'Ivry qui d'habitude se tient chez Alain, comme vous savez, mais qui, bon, là, la terrasse d'Alain est bondée, hein, parce que tout le monde se précipite dans les terrasses. Et donc, on a décidé de continuer en Zoom quand même. Bon, alors voilà. Et bon, et donc, c'est le café Philo d'Ivry, c'est moi, Edith de Léa Personsky et Gunther Goran qui l'animons. Et c'est Gunther qui anime. Moi, je présente, mais on a pris une autre manière de faire depuis un certain temps, c'est-à-dire que celui qui a voté, qui a proposé le sujet la dernière fois, est celui qui introduit. Alors, le sujet de la dernière fois, c'est quel monde voulons-nous pour demain? Il a été voté donc par l'Assemblée présente. Et c'est Guy-Louis Pantier qui l'avait proposé. Donc, c'est lui qui va introduire. Et puis ensuite, bon, je ferai peut-être une introduction tout de suite après ou je sais pas. Et Gunther anime. Eh bien, bonsoir à tous. On va démarrer ce sujet. Et là, c'est une petite note que j'ai écrite il y a déjà un mois. Donc, ça peut-être un petit peu en décalage parfois avec notre époque. Nous serions un petit peu sortis de la crise. Un homme disait dans un reportage à la télévision, j'aurais jamais pensé que le monde serait arrêté comme ça. Ça fait beaucoup réfléchir. Et un autre, qui n'est pas le même homme, bien sûr, disait le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas le retour au jour d'avant. Et le même disait, nous aurons appris et je serai avec vous en tirer les conséquences, toutes les conséquences. Bien sûr, vous reconnaissez notre président, c'était le 16 mars de l'an passé. Alors, quelles conséquences? On a beaucoup parlé de ce fameux monde d'après, cette belle formule somme toute tautologique qui n'engage à rien. Nous avons même entendu l'expression, si, le monde d'après sera comme le monde d'avant, en pire. J'espère que non. Alors nous les rescapés du Covid-19, on va vouloir oublier la crise. Bien sûr, on va être vaccinés. Le vaccin, le sésame pour vivre, pour revivre, pour pouvoir peut-être aller dîner chez Alain avant le café philo. Autrement dit, revivre avec peut-être une certaine modération, une modération à laquelle on s'est plus ou moins habitué. Ou alors, on va reprendre notre revanche, la revanche sur la Covid, on va oublier les bonnes résolutions et on va s'éclater. On se souvient qu'après la Première Guerre mondiale, qui a été terrible, est arrivée la grippe espagnole. C'était 400 000 morts en France sur une population de 38 millions de personnes. Et après ça, eh bien, ça a été des années folles qui nous donnent à réfléchir, un besoin de profiter, un mouvement d'euphorie. Alors, au sortir de cette crise, est-ce que nous aurons des comportements différents? Et après cette phase, puisque jamais quand même l'émotion a eu sa part, est-ce que nous vivrons demain avec de nouveaux projets ou, cela est à craindre, une revanche, comme je l'ai dit, sur ce temps suspendu, sur ce temps de vie qui nous a été ôté et qui a été vivement ressenti par les plus jeunes, lesquels n'avaient jamais eu à vivre une crise. Nous n'avons pas eu de guerre en Europe occidentale depuis 76 ans. Ce sont pour le moins 2 générations qui n'ont fort heureusement pas expérimenté la peur, la faim, les arrestations. Depuis la dernière guerre mondiale, cette crise restera une expérience collective, expérience générationnelle. Je crois qu'on parlera sûrement de génération Covid. Et pour beaucoup d'entre nous, je pense que plein de bons sentiments, nous voudrons, pour éviter des crises encore plus graves à terme, que ce temps de réflexion, temps propre à des analyses existentielles, ce temps soit une vraie prise de conscience des problèmes, comme le problème environnemental, tant pour tout un chacun que par nos décideurs et surtout par nos décideurs. Paradoxalement, au sortir de cette crise sanitaire, de ce monde à l'arrêt, l'économie n'a pas été tuée, enfin une certaine économie. Déjà, au début du mois de mars dernier, les bourses dans tous les pays du monde étaient reparties à la hausse et avaient retrouvé leur niveau le plus haut. Mais toutefois, il en ressort
après cette année de crise mondiale, que la globalisation, l'idée même de globalisation, a reculé sérieusement dans presque tous les pays, et que même paradoxalement, cela a commencé par ceux qui avaient été les initiateurs de ce mouvement. La solidarité des États-nations a fait sortir, disait un économiste, les keynésianismes de leur tombe. Cet état de fait, ce revirement du dogme libéral, peut ouvrir d'autres horizons. Ce fut parfois aux sorties de crise que se sont reconstruites des sociétés, comme une société, un monde de demain qui prenne en compte les inégalités sociales, qui prenne en compte la crise démocratique, qui prenne en compte la crise de confiance des populations envers leurs dirigeants, et qui prennent enfin réellement compte du risque, et le mot est faible, le plus grand risque, un risque allant au-delà de notre génération. Bien sûr, vous savez qu'on parle du risque environnemental. Alors, qu'en sera-t-il entre ceux qui voudront les changements, ceux qui n'en voudront pas, ou on reconstruit à l'identique, ou on rebat les cartes? Et donc, j'en finirai sur cette introduction avec une phrase que j'ai relevée dans le livre récent de Bruno Dalla Porta, le médecin Bruno Dalla Porta, son ouvrage qui s'appelle « Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain ». Je le cite, « Nous sommes face à une bifurcation. Si nous continuons à nous adapter aux lois de la réalité, de la nécessité et du possible, alors rien ne sera possible. Soit nous osons la voie de l'impossible et tout sera possible. » Voilà, je vous remercie de votre écoute et je rends la parole. Alors, en fonction de ce que vient de dire Guy Louis, effectivement, je pense que on a vécu comme il dit, une expérience existentielle, voilà, et d'une part, et donc il nous a fait beaucoup réfléchir sur l'économie, sur la démocratie, sur le rôle de la science, sur le rapport avec les voisins, sur le rapport entre familles, sur la maladie, sur la mort, sur l'accompagnement de la mort, enfin bref, on a vécu vraiment une expérience existentielle, comme l'a dit Guy Louis. Et puis, bon, comme l'a dit Guy Louis, c'est vrai que les sociétés se reconstruisent après les crises. Bon, là, il y a plein de crises, sociales, démocratiques, crise de confiance envers la politique, crise environnementale. Donc, il faudra bien que la société se reconstruise. Alors, se reconstruise comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est pour ça que la question quel monde voulons-nous pour demain est vraiment une question. Mais d'abord, il faut que les mots soient précisés. Quand on dit quel monde, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est la Terre que les humains habitent? Est-ce que c'est le cosmos? Donc, société, cosmos, de quoi parle-t-on quand on demande quel monde voulons-nous pour demain? Première question. Deuxième question, quand on dit voulons-nous, bon, c'est qui le nous? Alors moi, je vais répondre à cette question en disant ce que moi, je veux pour demain et je verrai avec quels autres je pourrais dire nous. Bon, deuxièmement. Et voulons, qu'est-ce que veut dire voulons? Qu'est-ce que veut dire vouloir? Vouloir, c'est pas souhaiter. Souhaiter, c'est je vous souhaite de bien vous porter, je vous souhaite une bonne retraite, je vous souhaite des bonnes vacances. Souhaiter, un souhait, c'est une recommandation passive. Bon, vouloir, c'est pas non plus espérer. Espérer, c'est une espérance active en fonction suivi d'actes. Mais c'est pas le souhait. Mais c'est pas non plus le vouloir. Espérer, c'est un conseil éthique pour agir. Par exemple, quand on dit nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est un conseil éthique pour agir. Et puis, l'espérance,
c'est un principe. C'est le principe de toutes les utopies. Il y a un philosophe, Ernst Bloch, qui a écrit en 1944 le principe espérance, où il a mis en évidence le fait que le principe espérance, c'est le principe de toutes les utopies révolutionnaires. Révolutionnaires, c'est-à-dire qui font rupture par rapport à la société, par rapport au cosmos, qui réorientent le temps en proposant un autre temps et un autre monde, un autre mode de vie. Alors, donc, quelle société je veux en ce sens? J'ai essayé de préciser encore ce que signifie vouloir en m'appuyant sur le livre de Paul Ricoeur, qui a écrit une philosophie de la volonté, et qui m'a enseigné que, c'est sa thèse, que la volonté humaine n'est pas toute puissante, que le sens commun, qui dit quand on veut, on peut, s'illusionne. Et c'est effectivement, ça correspond à l'expérience que j'ai eue depuis, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je suis très vieille, même si je n'ai pas l'air. Et donc, quand on veut, on peut, je l'ai dit souvent, mais l'expérience m'a montré que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas. Et Ricoeur insiste sur le fait qu'effectivement, il y a un rapport entre volonté et ce qu'il appelle les involontaires au cours de notre expérience de vie. Alors, les involontaires, c'est les habitudes, c'est l'émotion, c'est les savoir-faire transmis et acquis, c'est le caractère, c'est l'inconscient, et puis c'est tout simplement la vie, sur quoi tout repose, et le fait que la mort est inévitable. Donc, la volonté joue en quelque sorte avec ces involontaires. Alors, si c'est ça, vouloir, comme le dit Paul Ricoeur, qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce que je veux comme rupture possible, hein, avec tous ces involontaires, avec tout ce qui s'oppose en quelque sorte à ma volonté. Bon, eh ben, je veux deux choses. Voilà la thèse que je veux. Ce que je veux. Je veux, une société où il n'y ait plus la banalité du mal. La banalité du mal, c'est l'expression d'Hannah Arendt que vous connaissez tous, qui a conduit à Eichmann. C'est pas seulement le fait qu'il y a des hommes comme ça qui sont serviles et qui disent ah ben c'est pas moi qui ai voulu, hein, j'ai fait mon devoir, j'ai obéi aux ordres. C'est pas seulement la soumission volontaire, comme disait la Boétie, c'est la banalité du mal. C'est que Eichmann, quand il a organisé le transport des Juifs et des nomades et des tziganes pour être exterminés dans les camps de la mort, eh ben, il n'a pas pensé au but du travail qu'il était en train de faire, des actes qu'il était en train de faire. Il n'y a pas pensé. C'est pas seulement qu'il n'a pas pensé aux conséquences, c'est qu'il n'a pas pensé à ce pourquoi il avait à obéir aux ordres. Bon, eh ben, une société avec des Eichmann, pour demain, j'en veux pas. Je sais que je veux qu'il n'y ait pas demain une société avec des Eichmann. Point, premièrement. Deuxième point que je veux pour demain, tout en sachant que je vais m'opposer dans mon vouloir à toute une série de difficultés, comme les habitudes, le caractère, l'inconscient, les savoir-faire des autres, etc., hein, comme je l'ai dit. Le deuxième point, c'est que je voudrais une société du bien commun. Une société du bien commun.
Alors, le bien commun, c'est quoi? C'est ce qui est bon pour tous. C'est Platon. Hein, c'est l'idée de ce qui est bon pour tous. Eh bien oui, je veux une société avec ce qui est bon pour tous. Alors oui, mais ce qui est bon pour tous, c'est quoi? Comment on le connaît? Eh bien, Platon, il nous dit tout simplement, Platon, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il nous a dit tout simplement, si tu veux savoir ce qui est bon pour tous, eh bien, réfléchis, ne regarde pas toujours dans la direction qu'on t'a donnée, demande-toi si l'autre à côté, ou l'autre devant, ou l'autre derrière, il considère aussi que ce que tu dis être bien, c'est bon pour lui, donc sors de la caverne, vise l'idée du bien. Et donc, on ne peut peut-être pas connaître scientifiquement, rigoureusement, ce qui est bon pour tous, le bien, mais on peut le savoir. Et moi, au cours de cette période qui vient de se passer, eh bien, je sais ce qui est bon pour tous, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour moi et pour les humains avec lesquels je vis. Que les Ouïghours soient esclavagisés par le système chinois, c'est pas bien pour tous. Ça, je le sais, et on n'a pas besoin de me l'expliquer avec de la géopolitique compliquée. Que Marjorie, l'Ivrienne, qui passait son bac, qui devait passer son bac à Ivry, et qui a été poignardée par un copain de sa petite sœur de 13 ans, la semaine dernière, eh ben moi, je sais que c'est pas ce qui est bon pour tous. Et que donc, il faut que je me mobilise contre ce type de fait divers ou de fait social. Moi, je sais que les enfants des djihadistes qui sont dans les camps, qui sont nés de femmes sous emprise des djihadistes et qui sont éduqués dans les camps à tuer dans les camps de Syrie, eh ben, moi, je sais que c'est pas bon pour tous. Et que donc, il faut que je me mobilise. C'est ce que je veux faire pour que ça ne se continue pas. Et moi, je sais aussi que j'ai été énervée pendant cette période qui vient de passer par ceux qui causent sur le bien, sur le mal, sur le monde d'hier, sur le monde de demain, et qui disent qu'ils savent ce qui est bon pour tous, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Alors que, eh bien, je sais, avec mes voisins, avec mes amis, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, qu'il faut en discuter, qu'il faut en dialoguer pour savoir comment ensemble on veut ou on ne veut pas produire le monde de demain. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi, j'ajoute qu'il y a eu pendant la période qui a précédé des tas de gens qui ont pris des initiatives en matière de culture. Ici à Ivry, le cinéma, le Luxi, qui, toutes les semaines, pour faire le bien pour tous, le bon pour tous, il a envoyé à la population des films. Le théâtre Aleph, dont son directeur vient de mourir, tous les mois, il a envoyé aussi une émission de télé où ils ont produit des spectacles. Et d'autres, combien d'autres.
qui ont effectivement organisé des commerces de proximité, et les restaurateurs, et Alain lui-même, le restaurant dans lequel nous devions faire le café philo, qui s'est démené pour effectivement faire en sorte qu'il puisse, lui, vendre des repas, et que ceux qui avaient l'habitude de venir chez lui puissent venir les chercher. Et au marché, puisque Sarah est là, eh bien, il y a des commerçants qui, effectivement, savent, sans avoir besoin d'explications compliquées, savent comment se mettre en accord les uns avec les autres, être solidaires de ceux qui ne peuvent pas venir au marché et les soutenir, etc., etc. Et bien sûr qu'il y a d'autres initiatives et plein d'autres encore. Et donc, je pense que je veux effectivement, pour le monde de demain, mais vouloir, c'est agir, je veux pour le monde de demain une société où il n'y ait plus la banalité du mal et une société du bien commun. Voilà, c'est moi. Merci pour vos deux introductions. Quel monde voulons-nous après le Covid? Moi, ce que je voudrais, mais je commence d'abord, j'ai constaté pendant cette période de Covid, comme tout le monde d'ailleurs, enfin tout le monde n'est peut-être pas conscient parce que moi, j'ai une particularité, c'est d'écouter beaucoup la radio, France Culture, et j'ai entendu, mais à longueur d'antenne, un résultat, et je m'étonne que la société s'en est pas offusquée. Les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, et les riches s'enrichissent avec ce Covid. Et je trouve que notre démocratie, c'est un simulacre alors. C'est un simulacre, et si personne ne s'en offusque, c'est bon. Alors, quel monde voulons-nous? Soyons plus terre à terre et plus précis. Déjà, la démocratie, bon, elle va à volo, hein, j'ai l'impression, surtout avec ce qu'on a vu avec la Convention citoyenne qui a été si maltraitée, malgré les promesses pour la terre, et finalement, pour une fois qu'il y a un référendum, que les citoyens sont formés pour s'exprimer sur ce qui doit se passer après le Covid, en écologie, en bien pour la terre, ben, elle n'est pas écoutée, malgré la promesse de notre président. Quel monde, moi, je voudrais, pour tout le monde, d'une part, que les recherches pour les maladies rares, par exemple, qui nous concernent tous, et le Covid, c'est non pas seulement rare, mais exceptionnel, mais que ces recherches commencent avec assiduité, et non pas qu'on les met à l'écart, comme la malaria qui touche toute l'Afrique. Tout ce qui est rare, ça ne rapporte pas assez, donc c'est mis à l'écart. C'est quand même quelque chose, hein, de vivre dans un monde qui est aussi... Bah, Edith a parlé du bien commun. Ben voilà, un bien commun. Un bien commun qu'il est peut-être nécessaire de prendre en compte, surtout après la crise de 2 ans, ou presque 2 ans, que nous avons passé et qui n'est pas finie. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions parce qu'il y a des mutantes. Les virus, on ne les a pas du tout maîtrisés avec le vaccin, hein, loin de là. Donc, d'autre part, et c'est relié au bien commun et relié à la maladie, je voudrais qu'à l'hôpital, on cesse d'appliquer, soi-disant, le flux tendu, comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre entreprise. L'hôpital, c'est là où les malades, nos malades, doivent être soignés. Donc, ça nous concerne tous. Bien, pauvres ou riches, hein, tout le monde.
Donc, là aussi, moi, je sais qu'en Amérique, bah, les gens meurent comme ça, comme des mouches. En Amérique latine, pareil, parce que les biens communs, justement, les infrastructures dont l'État devrait s'occuper sont négligées. Sont négligées parce que ça rapporte pas autant que l'immobilier, par exemple. Et l'autre bien commun, c'est l'école. Nous sommes à l'école des compétences actuellement. Une proposition pour un peu restreindre le sujet. Est-ce que cette période que nous venons de vivre a changé nos désirs? C'est-à-dire, est-ce que c'est le même? Parce que j'ai entendu, même avant la crise, c'est-à-dire que c'est le bien commun, le Eichmann, etc. Mais est-ce que nous-mêmes, on a appris à changer je préfère désir que volonté. Voilà, mais ça, c'est une suggestion pour préciser soi-même, pour réfléchir, comment cette période m'a changé. Parce que je pense, si on est vivant, les situations nous changent. Ce n'est plus la même situation qu'avant. L'école des compétences, donc, c'est à ce régime-là que nous vivons actuellement. C'est-à-dire, on forme les élèves pour qu'ils soient employables. Alors que c'est encore le monde à l'envers, étant donné l'emploi, il va disparaître de plus en plus, remplacé par les robots. Donc, c'est le monde à l'envers. Au lieu de faire ce que les robots devraient justement permettre, une vraie pensée, introduire la pensée philosophique dès le plus jeune âge. La philo pour enfants, ça me semble nécessaire. Mais cette réforme-là, elle est loin d'être admise et peut-être voulue, on ne sait pas si elle est voulue par les parents même. Mais en tout cas, ce serait ça ça fait aussi partie de mes désirs, hein, de voir une école qui vraiment met la pensée de ce monde globalisé, vraiment qu'il y ait une pensée approfondie, mais qui débouche sur un penser avec un A, c'est-à-dire sur un remède, parce que nous sommes quand même, nous vivons tous les 5 ou 10 ans des crises non seulement financières, qui nous montrent que nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec la bourse où les robots, c'est-à-dire le numérique prend aussi le dessus sur l'accélération. L'accélération est terrible, on ne peut plus suivre et nous sommes sous le régime des algorithmes. Hein. Les algorithmes, il faut fonctionner au lieu d'exister. C'est ainsi. Et puis, donc, tout cela doit être repensé et surtout devant cette crise écologique, il faudrait vraiment que nous repensions un système qui est en place et nous sommes un peu trop confortablement installés dans notre société de consommation pour vouloir vraiment y penser parce que ça demande aussi un changement complet. Merci et bonjour. Je m'appelle Leonardo Frazão. Je suis brésilien. Je viens d'arriver ici en France, à Ivry-sur-Seine. Je suis un tout nouveau Ivrien. Je voulais juste intervenir pour parler des aspects que je trouve très intéressants sur cette question de l'avenir. Les premières, c'est l'aspect plutôt mental de cette crise. Je crois qu'on a parlé un peu, mais pas profondément. Et j'ai lu un ouvrage des Bûcherons appelé La Société de la fatigue. Cet ouvrage, elle montre beaucoup comme aujourd'hui, la manière avec laquelle on organise les travails et aussi les interactions sociales. C'est une manière que engage un peu de fatigue. Et je crois qu'on est très fatigué.
Je voulais dire à Edith que, bien sûr, la première intervention, la deuxième, non, la première, ça a été des gars, a été avec un contenu très bon et j'ai aimé ce que j'ai écouté. J'imagine que la société de la fatigue, d'être fatigué. Euh, et je crois aussi, Joseph, que ce que vous aviez pour nous dire, ça serait très bien. Je crois que cette fatigue, elle nous fait des fois, euh, en fait, avoir un petit plus de résistance au conflit et un petit plus de résistance, au monde qui nous entoure. Et c'est toujours difficile d'en fait, manager notre propre sentiment. Et je sens ça beaucoup. Je sens ça aujourd'hui en jour, chaque fois plus. J'ai commencé à chercher un peu des engagements politiques à Ivry-sur-Seine après la malheureuse mort des Marjorie la semaine dernière. J'ai commencé donc à regarder un peu comme je pourrais un peu m'engager dans Ivry-sur-Seine, à l'endroit où je suis, à la ville qui m'accueille pendant mes études. J'ai fait de l'économie et de la philosophie à l'Université Paris 1. Et ça, c'est aussi un peu de l'introduction du deuxième aspect que je voulais dire, duquel je voulais parler. C'est sur la dichotomie entre l'individu et la société. Et je crois que c'est très important pour la crise parce que la réponse, normalement, pour les démons, pour l'avenir. Ce n'est pas une réponse soit pour l'individu, soit pour la société. Je crois que c'est l'heure d'avoir des moyens un petit plus tranquilles et un petit plus effectifs d'avoir la collectivité et l'individualité dans une société en marchant d'une manière positive. Et je crois que c'est un peu ça que j'essaie de faire en m'engageant dans la ville. Et je crois que les cafés philo, c'est une des plusieurs manières qu'on peut faire ça. Je crois que les solutions, elles ne seront pas de la mairie, elles ne seront pas du président Macron. Et moi, je suis brésilien, et donc elles ne seront pas du tout de Bolsonaro. Je crois que ce sont des solutions plutôt qui partent de l'individu organisé en société. Et, et donc, c'est une chose c'est un peu la réponse pour la société de la fatigue. Je crois que ce qu'il y a de plus stimulant, c'est d'être avec les autres et surtout quand les objectifs sont les mêmes, surtout quand la pensée, c'est une pensée positive, c'est une manière de épanouissement de la collectivité. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à la société des démons. Je crois que c'est plutôt une société de fatigue. Et je crois que la solution, c'est plutôt de arrêter avec la dichotomie individu-société. C'est un peu de rajouter ces idées dans une manière positive de voir et d'agir dans la société. C'est ça. Merci beaucoup pour la parole. Oui, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Edith, la banalité du mal. Et en fait, je me disais que repérer, l'exemple que tu as pris est on ne peut plus flagrant, mais il y a parfois du mal, entre guillemets, du mal dont on est prisonnier. On peut générer du mal pour les autres parce qu'on est prisonnier. Alors je pense, je vous avais dit que ce soir, le collectif Les Chants du Monde allait intervenir avec des textes. Donc je voudrais peut-être commencer à parler de nos modes de vie qui peuvent faire du mal à notre insu aux autres, ou pas à notre insu, mais parce qu'on en est prisonnier.
Donc, j'aimerais donner la parole à Lia, parce que Alia, elle a une douzaine d'années et je pense que ça serait bien qu'elle se couche pas trop tard. Et elle a un poème sur la question des hérissons, c'est ça? Hérisson. Il fuit dans le cresson, le buisson, le hérisse, langue rose, rose cuisse, hérisson, hérisson. Il ne craint pas le Loir qui dort dans son tiroir. Il ne craint pas la lune, ni grâce à ses piquants, le charbon urticant. Mais le poids lourd l'importune. Hérisson, hérisson, nous périssons, nous périssons. Jacques Roubaud. Jacques Roubaud. Bravo. Bravo. La société de fatigue, moi je vois ça autrement, c'est que on nous fait croire que le bonheur, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire, on va sur tous les pubs, évadez-vous, le Club Med, tout ce qui, comment dire, j'ai fait beaucoup de débats avec les jeunes, et les jeunes eux-mêmes, quand ils m'accueillent, ils me disent tranquille. Et moi j'ai dit non, à votre âge, il fallait surtout pas être tranquille. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à être zen, la paix, des philosophies orientales un peu simplifiées ont beaucoup de succès parce que on s'arrange pour être dans la paix, pour être détendu, Mais Freud a appelé ça la pulsion de mort, c'est-à-dire la pulsion nirvanique. C'est de revenir à un état où il n'y a plus de tension, on est dans le nirvana. Et ça, c'est, je crois, la fatigue, elle nous est proposée par, et si on connaît les chiffres, c'est incroyable, c'est des milliards de milliards qui sont dépensés pour la publicité. Ils ont à leur service des psychanalystes, de neurophysiciens pour faire le neuromarketing, etc. Donc, il y a quelque chose de mortifère dans les rêves qu'on nous propose par la publicité. Et là, les jeunes, ils sont peut-être plus sensibles. Et là, je m'oppose. Il y a beaucoup qui disent c'est les jeunes. Mais les jeunes, ils étaient nazis. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a la vérité. Et donc, peut-être, il faut les mettre en garde contre cette sirène du plaisir paisible et replié sur soi-même. Autre chose, et ça c'est un débat pas seulement avec Edith, mais avec beaucoup de gens de gauche, c'est non pas comme dit Frasao, entre l'individu et la société, mais entre le local et le global. Aujourd'hui, on ne jure que par le local, c'est-à-dire on fait son champ, on fait dans son quartier des associations, etc. Or, le global, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les États sont réduits à être des entreprises. Macron, moi, je ne suis pas du tout pour Macron, au contraire, je m'oppose. Mais tant qu'il reste dans cette mondialisation de la compétition entre des entreprises, des États-entreprises, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il faut qu'il diminue les coûts de production. Si on est en concurrence avec l'Irlande qui diminue l'impôt sur la société, même à l'intérieur de l'Europe, chaque pays veut attirer les entreprises parce que il n'y a pas de salaire de SMIC, les syndicats sont pas moins de syndicats, etc. Venez chez nous, là vous avez le plus de rentabilité. Donc il faut voir les deux. C'est pas simplement se replier sur son champ biologique ou sur une SAD, et les Brésiliens le savent, comme les Chiliens, comme les Argentins. À un moment donné, si ces petits groupes là font trop de chaos,
il y a une dictature militaire. Donc, il faut absolument voir à la fois le local et le global. Voilà. Est-ce que je peux intervenir une minute? D'accord, Edith. C'est toi. Une minute pour dire que je suis d'accord avec Gunther, mais comme d'habitude, je suis aussi en désaccord. Parce que l'opposition entre le local et le global, tel que toi, Gunther, tu l'as... Ouais, il faut faire les deux, mais il ne faut pas non plus dire que le local sans le global, c'est nul. Parce que le local, ce qu'on a pu constater dans la période qui a précédé, et puis dans le passé, c'est des collectifs, des coopératives, des habitats participatifs, des commerces solidaires et équitables, les artisans de l'impossible, c'est des collectifs. Et ça, c'est pas simplement je fais mon jardin partagé ou je mange bio ou j'assure mon développement personnel. Donc, ne réduisons pas le local à l'individuel qui finalement prend soin de lui et se fout du reste. Bien au contraire, ce qu'on a vu apparaître dans la période précédente, c'est des collectifs qui se mettent en place et ça pourrait être une nouvelle société avec tous ces collectifs. Ok, merci Edith. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé entre autres de notre époque. Alors c'est vrai qu'elle est imparfaite, d'ailleurs comme toutes les époques l'ont été. Et j'ai quand même l'impression que les mauvaises nouvelles ont tendance à se répandre plus rapidement que les bonnes. Alors que c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf. Il y a beaucoup de choses on parlait tout à l'heure de la crise environnementale qui est réelle, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc., etc. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Et ce flux de mauvaises nouvelles, j'ai peur que, c'est le cas de le dire, que ça nous entraîne dans une société de la peur, précisément. Maintenant, c'est vrai qu'on parlait aussi de la société de consommation, mais d'un autre côté, on est, en tout cas, alors pas partout, pas tout le monde, mais on est quand même dans un monde où les besoins matériels des humains ont fait des progrès absolument phénoménaux. Quelqu'un comme Descartes serait abasourdi de voir les conditions dans lesquelles, notamment dans des pays comme la France, on peut vivre aujourd'hui. Et quand on voit l'état de la population, la vie était extrêmement précaire au début du XVIIe siècle, il serait abasourdi de voir ça, même si, effectivement, il ne faut pas être naïf. Il y a encore beaucoup de travail, tout le monde n'est pas heureux, etc., etc. Mais aussi, dans ce progrès que Descartes appelait de ses voeux, est-ce que aussi nous ne sommes pas allés trop loin? Est-ce que le progrès n'a pas été son propre fossoyeur? Ne devons-nous pas redéfinir les lumières à l'aune de la prise en compte des autres habitants de cette planète dans un cadre écologique? Tout à l'heure, Gunther parlait de développement personnel, etc., etc. Alors, je vous citerai juste une anagramme qui me plaît beaucoup, c'est l'anagramme de Carpe Diem. L'anagramme de Carpe Diem, c'est ça déprime. Et voilà, donc je trouve que ça résume assez bien les choses. Et je ne vais pas être trop long, et je terminerai par une phrase de Camus que j'aime bien, où il disait, alors je vous la dis de mémoire parce que je ne l'ai plus exactement en tête. Il dit quelque chose comme ça, que la plus belle manière d'agir pour le futur est de tout donner au présent. Voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi voilà, cet objectif que l'on peut se fixer. Je ne sais pas de quoi le futur va être, il y a beaucoup de contingences là-dedans, mais je sais que ce que nous faisons ici et maintenant, c'est aussi ce que le futur adviendra. Et dans la crise dans laquelle nous sommes maintenant entrés depuis plus d'un an, je pense qu'à la fin, c'est la recherche qui va gagner. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a un an,
lorsque le débat, quand on a commencé la pandémie, j'avais publié une série d'articles en passant par Gunther dans le café philo.com, parisphilo.com. Un des articles s'appelle « Le monde s'arrête, la Terre tourne ». Et je croyais vraiment que, comme tout le monde, j'ai un peu cru, mais pas trop, que le monde s'arrêtait, que la Terre allait continuer à tourner, mais je me suis trompé en fait. Et on continue, un an après, dans le monde entier, à nous imaginer, à dire tout a changé ou tout va changer. Personnellement, je pense que rien n'a changé. Tout a recommencé avant. Les guerres qui s'étaient brusquement interrompues, entre parenthèses, ont recommencé comme si de rien n'était. Dès le début, on ne présageait pas le contraire, comme on croyait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et même les plus grands imbéciles du monde, de la Terre, qu'on croyait à l'époque, on les connaît, les populistes, Trump, Netanyahu, Johnson et Poutine, se sont avérés, à part en partie sur Trump, mais en fait, certains d'entre eux ont été extraordinaires, dans Netanyahu, qui était le premier dans le monde à envisager le vaccin, à faire avancer le vaccin. Moi, je me suis fait vacciner 2 jours après Biden, 4 jours après Netanyahu, ou 5 jours après Netanyahu, le 24 décembre, parce qu'on avait compris ce qui se passait, mais que le monde n'allait pas vraiment changer. Et le monde n'a pas vraiment changé. D'après moi, rien n'a changé dans le monde. On se raconte des histoires. Et le vrai fond de l'histoire, c'est que l'histoire continue. L'histoire est un éternel recommencement. Et ce qui a triomphé dans l'histoire, c'est quand même la philosophie, d'après moi, avec toutes ses références, la littérature et l'histoire, et pas le journalisme, pas la presse, pas la géopolitique quotidienne, etc. Et c'est en quelques mots. J'ai juste dit un petit extrait de ce que je pensais. Juste en réaction, en remarque à ce qu'a dit Edith, avait parlé de paradoxe. Moi, je ne vois pas de paradoxe. Je vois beaucoup de bobards qui ont été dits dans le monde, y compris par moi, dans la presse. Je répète encore, c'est la philosophie classique qui avait raison. Et bon, c'est tout à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Hier soir, bon, j'ai assisté à un débat ou un débat de philo sur aussi un projet politique, de philosophico-politique, auquel j'y crois pas trop, parce que l'être humain tout recommence comme avant sur tous les plans. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. En quelques mots, parce que je laisse tomber le reste, sinon je vais être trop long. D'accord, je vais prolonger sur ce que vient de dire Joseph. Est-ce qu'on se raconte des histoires? Peut-être qu'on a envie de se raconter des histoires, mais l'histoire n'est jamais à l'arrêt. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour faire le point. Bien sûr, on débat entre nous, on émet des idées et des souhaits. La plupart du temps, je vois qu'on émet beaucoup de souhaits. Mais je pense qu'après les vacances, si nous n'avons pas une crise sociale à la rentrée, je pense que pendant cette période, il y a eu des idées qui ont bouillonné, pour utiliser cette expression. Je vois des mouvements à droite, à gauche, qui se sont créés, des gens qui veulent créer quelque chose. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose. Mais je crois que c'est trop tôt, ça va peut-être sortir. Il faut être optimiste, ça peut arriver. Et je crois qu'on ne peut pas compter que sur nos dirigeants, que sur nos partis politiques qui vont nous proposer toujours les mêmes choses, qui veulent surtout bien garder le pouvoir. Je crois qu'il va falloir peut-être que des idées vont émerger pour une société autre. Donc ça, c'est un espoir. Et j'ai dit qu'en fait, ce sujet, et j'ai abordé par le premier point, il est pour moi sociétal, il est culturel et il est environnemental. Alors, je prendrai le deuxième point, il est culturel, c'est-à-dire que tous les gens du monde artistique, quel qu'il soit, que ce soit le théâtre, le cinéma ou d'autres domaines, tous ces gens-là n'ont pas travaillé pendant un an, mais pendant un an, je pense qu'ils ont continué à réfléchir, ils ont continué à penser. Je pense que lorsque tout ça, ça va sortir, surtout après des périodes un peu difficiles, il y a toujours par ces périodes de bouleversement, il va sortir quelque chose culturellement. Je crois qu'on va avoir des créations culturelles qui vont marquer cette époque, qui seront différentes. Je le souhaite et je l'espère parce que c'est déjà arrivé. Et le troisième point, le point environnemental, bon, bien sûr, je crois que je me rappelle que dans une émission où Jean-Paul Deléage, le mari d'Édith, était interrogé, il disait dans les 15 à 20 ans qui viennent, les plus grandes décisions politiques seront des décisions liées à l'environnement plus qu'à l'économie.
Et je crois que c'est quelque chose qui va être inévitable. On se bat chacun, pour beaucoup, on se bat comme on peut pour ce problème de l'environnement, mais je crois qu'il va devenir si crucial que les gouvernements vont être obligés de s'y attacher, et même les gouvernements attachés à un libéralisme économique très fort. C'est un espoir, hein, voilà. Donc c'était pour prendre les 3 points, l'aspect social, l'aspect culturel et l'aspect environnemental. Je rends la parole. Je voulais rebondir à Joseph. On a l'habitude de ces interventions très décourageantes, très pessimistes, mais si tout le monde était résigné comme lui, eh ben, le monde ne bougerait pas. Je veux simplement rappeler que le monde a bougé hein, depuis que nous sommes sur Terre, nous, l'espèce humaine. Il a bougé et je prends que les dernières révolutions qui ont eu lieu, les monarchies ont été abolies. Ensuite, il y a eu les Lumières, donc tout ce courant-là qui a mené aussi à l'abolition de l'esclavagisme. Et les droits humains même ont vu le jour, n'est-ce pas? Et last but not least, même la deuxième moitié du genre humain a eu droit au chapitre, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais voilà, je veux dire, non, si on reste résigné comme Joseph, non. Je pense qu'ici, tout au moins, on peut élaborer des idées et on peut aussi, on a les moyens en tant que citoyen de les mettre en pratique. À l'image, à l'instar d'un philosophe qui a disparu bien trop tôt, à mon avis, c'est Bernard Stiegler, qui lui était un véritable philosophe dans la cité. Et il a créé des laboratoires territoriaux à l'intérieur de la cité, comme à Saint-Denis, à Plaine Commune, et des laboratoires territoriaux de ce genre-là. Il a fait la proposition à Antonio Guterres, Antonio Guterres de l'ONU, donc le secrétaire général de l'ONU, à Genève en 2020, janvier 2020, pour faire des propositions tout à fait élaborées. Par exemple, étendre ces laboratoires territoriaux. Donc là, je reviens à l'idée d'Edith qui parle de local. Hein. D'abord, faire des expérimentations dans le local, c'est nécessaire, pour ensuite les étendre à une plus grande échelle. Et il voulait créer les mêmes laboratoires territoriaux adaptés à la situation en Inde, un endroit très spécifique qui était ravagé par le tsunami, les inondations, etc. L'Afrique du Sud également, un endroit très spécifique. Et il ne faut pas se leurrer que nous sommes actuellement en proie à des phénomènes que nous n'avons jamais vus ni connus. Et donc, si nous ne sommes pas prêts à révolutionner, enfin, à inverser notre système enfin, on détruit la Terre, on le sait, on détruit notre l'anthropocène, en tout cas, ce qu'on appelle l'anthropocène, est à un point non réversible où nous risquons de nous autodétruire. Et alors, si vous voulez comme ça aller vers l'autodestruction, ben, on n'a qu'à continuer comme avant, effectivement. Mais ça va amener à davantage de migration encore, il va manquer d'eau. Bon, les GAFAM, évidemment, ils s'en réjouissent parce que c'est une occasion de faire davantage de profit avec la rareté des boissons et de la nourriture, l'alimentation, etc., tout ce qui va venir à manquer. Donc, ces laboratoires expérimentaux de petits territoires, du local, donc, sont absolument nécessaires. Absolument nécessaires. Il faut commencer par là. Et après, pouvoir les étendre en tant qu'exemple modèle. Bonsoir. Donc, effectivement, je voulais faire le lien avec un texte qui est un petit peu le texte qui est à
à l'origine de ce collectif, puisque ce texte nous a été... on a découvert ce texte grâce à Yazid, qui est le frère de Alia, et qui est un texte qui a été publié dans The Guardian en octobre 2020, et qui est un texte de Nemonte Nenkimo. Et Nemonte Nenkimo, c'est une femme Waorani, donc c'est un peuple en Amazonie, et elle est mère et elle est dirigeante de son peuple, et elle œuvre à travers une association que nous soutenons qui s'appelle Alianza Seibo et qui a pour but de protéger les terres ancestrales amazoniennes qui sont en proie aux dévastations. Donc je faisais aussi le lien par rapport à ce que tu disais, Edith, par rapport à la banalité du mal. Ne sommes-nous pas, nous, piégés par nos modes de vie occidentaux? À quoi serions-nous prêts à renoncer, et notamment à tout ce qui est fabriqué à partir du pétrole? Donc, on vous lit ce texte avec Marielle. Cher président des 9 pays amazoniens et à tous les dirigeants du monde qui partagent la responsabilité du pillage de notre forêt tropicale. Je m'appelle Nemonte Nenkimo. Je suis une femme Waorani. Je suis mère et dirigeante de mon peuple. La forêt amazonienne est ma maison. Je vous écris cette lettre car les incendies font toujours rage. Parce que les entreprises déversent du pétrole dans nos rivières, parce que les mineurs volent de l'or, comme ils le font depuis 500 ans, et laissent derrière eux des fosses à ciel ouvert et des toxines. Parce que les voleurs de terre abattent la forêt primaire de sorte que le bétail puisse brouter, que les plantations puissent être cultivées et que l'homme blanc puisse manger. Parce que nos aînés meurent du coronavirus pendant que vous planifiez vos prochaines démarches pour découper nos terres afin de stimuler une économie qui ne nous a jamais profité. Parce qu'en tant que peuple autochtone, nous nous battons pour protéger ce que nous aimons, notre mode de vie, nos rivières, les animaux, nos forêts, la vie sur Terre. Et il est temps que vous nous écoutiez. Dans chacune de nos centaines de langues différentes à travers l'Amazonie, nous avons un mot pour vous, l'étranger, le non-initié. Dans ma langue Wao Tededo, ce mot est Kowori et cela n'est pas en soi une insulte, mais vous avez fait en sorte qu'il le devienne. Pour nous, le mot est venu à signifier, et d'une manière terrible, votre société en est venue à représenter l'homme blanc qui en sait trop peu pour le pouvoir qu'il exerce et les dégâts qu'il cause. Vous n'êtes probablement pas habitué à ce qu'une femme indigène vous traite d'ignorant, et moins encore sur une plateforme comme celle-ci. Mais pour les peuples indigènes, c'est clair. Moins vous en savez sur quelque chose, moins il a de valeur à vos yeux, et plus il est facile de le détruire. Et par facile, je veux dire sans culpabilité, sans remords, bêtement, et même en le justifiant. Et c'est exactement ce que vous nous faites, à nous, en tant que peuple autochtone, à nos territoires de forêt tropicale et au bout du compte, au climat de notre planète. Il nous a fallu des milliers d'années pour connaître la forêt amazonienne, pour comprendre ses manières d'être, ses secrets, pour apprendre à y survivre et nous développer en son sein. Nous, peuple Waorani, ne vous connaissons que depuis 70 ans. Nous avons été contactés dans les années 50 par des missionnaires évangélistes américains. Mais nous apprenons vite et vous n'êtes pas aussi complexe que la forêt amazonienne. Quand vous dites que les compagnies pétrolières ont de merveilleuses nouvelles technologies de pointe qui peuvent siroter le pétrole dessous nos terres comme des colibris sirotant le nectar d'une fleur, nous savons que vous mentez parce que nous vivons en aval des déversements. Lorsque vous dites que l'Amazonie ne brûle pas, nous n'avons pas besoin d'images satellites pour vous prouver le contraire. Nous étouffons avec la fumée des vergers fruitiers que nos ancêtres ont plantés il y a des siècles.
Quand vous dites que vous cherchez de toute urgence des solutions climatiques tout en continuant à construire une économie mondiale basée sur l'extraction et la pollution, nous savons que vous mentez parce que nous sommes les plus proches de la Terre et les premiers à entendre ces cris. Je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'université et de devenir médecin, avocat, politicien ou scientifique. Mes aînés sont mes professeurs. La forêt est mon professeur. Et j'ai suffisamment appris, et je parle au nom de mes frères et sœurs indigènes du monde entier, pour savoir que vous avez perdu votre chemin et que vous êtes en difficulté, bien que vous ne le compreniez pas encore pleinement, et que votre égarement est une menace pour toutes les formes de vie sur Terre. Vous nous avez imposé votre civilisation, et regardez maintenant où nous en sommes. Pandémie mondiale, crise climatique, extinction d'espèces et tout cela, avec comme toile de fond une pauvreté spirituelle généralisée. Au cours de ces années, à vous approprier, vous attribuer, ponctionner nos terres, vous n'avez pas eu le courage, la curiosité ou le respect de chercher où nous connaître, comprendre comment nous voyons et pensons et ressentons et ce que nous savons de la vie sur cette terre. Je ne suis pas en mesure de vous l'enseigner dans cette lettre, mais ce que je peux dire, c'est que cela a à voir avec des milliers et des milliers d'années d'amour pour cette forêt, pour cet endroit. L'amour au sens le plus profond, comme une révérence. Cette forêt nous a appris à marcher légèrement, et parce que nous l'avons écoutée, décryptée et protégée, elle nous a donné de l'eau, de l'air pur, de la nourriture, abri, médicaments, bonheur, sens de la vie. Et non seulement vous nous enlevez tout ça, mais pas seulement à nous, mais à chacun d'entre nous sur cette planète et aux générations futures. C'est le petit matin en Amazonie, juste avant les premières lueurs du jour. Un moment qui nous permet de partager nos rêves, nos pensées les plus puissantes. Et donc, je vous le dis à tous, la Terre n'attend pas que vous la sauviez, mais elle compte plutôt sur vous pour la respecter. Tout comme nous, peuple autochtone, comptons sur vous. Voilà, c'est un message du monde occidental, la civilisation sur la Terre, la vie sur la Terre, la forêt amazonienne, le Guardian, les Monte Nekimo. 12-10. Oui, c'est très bien, mais pourquoi opposer le blanc en bloc? C'est-à-dire, il y a plein d'associations, justement, d'occidentaux qui ont compris qu'ils ont quelque chose à apprendre. Là, cette opposition, nous, les Amazoniens, et puis tous les autres, je crois qu'elle est contre-productive, puisque il y a plein comme je dis, il y a plein de sympathie, mais vous êtes une association d'occidentaux qui les soutiennent. Je sais pas si. Mais je voudrais parler autre chose, c'est par rapport à Joe. Et je crois que quand on est amis, on a le plus grand devoir, c'est de lui dire sa vérité. Hein, c'est déjà Aristote qui disait amicus Platos, c'est magis amicus veritas. Je suis l'ami de Platon, mais encore un plus grand ami de la vérité. Je suis d'accord avec Britt, c'est que c'est nous qui faisons le monde. C'est-à-dire, si on dit nous ne sommes pas spectateurs d'un monde ça dépend de chacun. C'est ça l'idée du vrai militant. C'est-à-dire le militant, c'est plus comme autrefois qui suit une sorte d'armée qui va prendre le pouvoir. C'est le vrai militant, il milite pour lui. C'est-à-dire, il sait comment dire, la vraie vie, c'est non pas, c'est inventer l'avenir, c'est participer à cette évolution. Tandis que si on est simplement spectateur, je crois que c'est une vie un peu étriquée. Et j'applique, c'est un peu mystique, mais j'applique l'effet papillon à la société. Le café philo d'aujourd'hui peut changer le monde, comme le battement d'aile d'un papillon peut provoquer on sait ça, un tsunami, je sais pas où, à l'autre bout du monde. Donc c'est ça le
la vraie vie, c'est pas le petit bonheur dont parle Hannah Arendt. Le petit bonheur, c'est effectivement, on cultive son jardin, etc. Et là, par rapport à Edith, j'ai exagéré, parce qu'aujourd'hui, on insiste toujours sur le local, local. Il y a très peu qui maintiennent, mais c'est aussi important. Je n'ai pas dit tout le développement personnel, je ne pense pas grand-chose, mais il faut absolument le local sans le global, c'est aussi absurde que le global sans le local. Il faut absolument faire les deux. Dernière chose. Et là, je ne comprends pas Joe, mais ce n'est pas le seul. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est fougueux, c'est-à-dire il n'est pas dans la bien. Il faut être poli, etc. On est trop poli aujourd'hui. On ne supporte pas que quelqu'un s'énerve. C'est très bien. Quand on s'énerve, c'est qu'il est passionné. Mais il faut quand même savoir que si on participe à un café philo, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui nous unit, que ce soit par une introduction d'Edith ou par d'autres manières d'animer. C'est quand même extraordinaire que des gens viennent pour parler au lieu de regarder la télé ou jouer à des jeux sur ce plat. Donc, personnellement, j'ai un préjugé absolument favorable pour tous ceux qui participent à un café philo. Il faut, comme disait le grec, symphilosophein, de philosopher ensemble. Il y a une sorte d'amitié fondamentale entre ceux qui, qu'est-ce qu'on fait? On s'interroge sur le sens de la vie. Et là, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est les oppositions. Il y a des oppositions très, très, très tranchées. Il y a ceux qui pensent que ce qui est le plus en danger, c'est la nature, c'est le monde. Je les appelle les cosmiques. Voilà. Ils n'écoutent pas quand quelqu'un parle d'une autre destruction. C'est vrai qu'on détruit la nature, hein, c'est évident, mais on détruit aussi le lien social. On atomise, chacun est le concurrent de l'autre. L'autre, toute la publicité, c'est votre voisin l'a déjà, pourquoi vous ne l'avez pas? C'est-à-dire, on crée l'envie et la compétition des consommations et des looks, etc. Donc, la destruction de la nature, les cosmiques, la destruction du lien social, les politiques, et les troisièmes qui ont aussi raison. On détruit la psyché. Freud parlait de l'âme. Hein, les Français, ils sont très laïcards, l'âme, c'est religieux, etc. Freud, qui n'était pas croyant, lui, il parlait de l'âme. Il dit, je suis docteur d'âme. Avec la robotisation, avec les fonctionnements, avec la langue, c'est terrible. J'ai un bug dans mon fonctionnement. J'ai un ami philosophe, l'autre jour, il me dit, je lui demande quelque chose, il me dit, il faut que j'écrive sur ma mémoire. Je l'ai engueulé. Vous avez tous entendu parler de livres, je ne me rappelle plus, sur la langue du Troisième Reich. Quand la langue change, c'est que la politique, la psychologie change. Hein. Si c'est le logiciel du Parti socialiste, mon disque dur est enrayé, etc. Donc, il y a ces trois destructions et il faut que ceux qui sont sensibles à l'écologie ou ceux qui sont sensibles à la politique ou à la vie intérieure, qu'ils se coalisent et non pas qu'ils fassent la guerre en disant mais il n'a rien compris parce que la seule chose qui compte. Voilà. Bravo. Ça jette un froid. Justement, je voulais, si c'est possible, je ne sais pas si quelqu'un est prévu avant moi. Non, je crois pas. Si, il y a deux prises de parole. Je vois il y a trois mains qui sont trois mains jaunes. Il y a encore trois prises de parole à venir, je les vois, moi. Christian, on ne l'entend plus. Christian, oui, on ne t'entend pas. Il est parti? Non, il est là. Ah, il est là? On ne t'entend pas, Christian. Christian, ton micro est coupé. Oui. Christian, on ne t'entend pas. Si vous permettez, je suis encore valide. Première prise de parole, Pascal en premier, ensuite Jean-Yves, ensuite Lilia et ensuite Maminou. Oui, donc, Pascal, d'abord. Ok, merci. En fait, dans ce genre dans ce sujet, bon alors, vous pouvez le jeter. Alors les autres, s'ils peuvent couper leur micro, si les gens peuvent couper leur micro, on entend des bruits bizarres là. Merci. Oui, je disais depuis le début de la pandémie, ça doit être le 3e ou 4e café philo sur ce thème.
du monde d'après, de ce qu'on souhaite. Euh, en fait, je suis toujours un peu gêné par rapport à ce genre de sujet parce que, comment dire, il y a deux choses. La première, c'est comment échapper à ce que les Américains appellent le wishful thinking, hein, c'est-à-dire la pensée pleine de souhaits, quoi. On se fait plaisir, on dit oui, voilà, je voudrais un monde, voilà, enfin, voilà, hein, je voudrais un monde de bisounours, quoi, en fait, hein. En général, personne dit je voudrais un monde où il y a des guerres. Bah non, je voudrais qu'il y ait la paix, voilà, je voudrais que tout le monde soit riche et bien portant, enfin bref. Bon. Oui, bah oui, c'est évident. Mais la question, c'est comment on fait, quoi. C'est ça la vraie question. Donc, c'est pas, la question, c'est pas qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que nous aimerions ou qu'est-ce que je souhaite ou qu'est-ce que je désire. Bon, ça, oui, on peut, en tant qu'individu, on a toujours comme ça des choses. Mais il me semble que si on prétend faire de la philosophie, bah forcément, il faut aller plus loin, quoi. C'est la question, c'est qu'est-ce qui me permet de penser que ceci est possible. Alors, je sais bien que la mode, enfin, c'est l'impossible. Moi, l'impossible, ça ne me parle pas. Enfin, ça me semble être un aveu d'échec quasiment quand on commence à dire je souhaite l'impossible. C'est ce qu'on disait en 68, hein, soyez raisonnable, demandez l'impossible. Mais non, mais qu'est-ce qui me permet de penser que ceci ou cela est possible? Euh, et par exemple, Edith, au début, elle a dit oui, je voudrais un monde sans la banalité du mal. Bah ouais, mais il me semble que justement, quand Hannah Arendt elle parle de la banalité du mal, enfin, justement, moi, ce que je comprends, c'est que, bah oui, il n'y a pas besoin d'être un monstre pour être Eichmann. Il suffit d'être un être humain tout à fait normal. Oui, qui ne pense pas. Qui ne pense pas, bah oui. Mais alors, et donc, mais donc, c'est un être humain tout à fait normal. Donc, vouloir un monde sans la banalité du mal, bah, c'est vouloir un monde avec des humains qui sont différents. Et là, d'un seul coup, bah oui, mais je peux le souhaiter, hein. Mais l'être humain, il est. Enfin, voilà, on bute toujours un peu là-dessus. C'est-à-dire, c'est ce que disait Kant, hein, dans ces trois questions. Puis, en fait, les trois questions, il disait, bah, ça se résume à qu'est-ce que l'homme? Donc, finalement, le monde de demain, si on veut penser au monde de demain, bah, la question, c'est qu'est-ce que l'homme? Il est comment, l'homme? Et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'homme? Enfin, des humains, hein, j'espère. À chaque fois, on va pas se corriger. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cet homme-là, enfin de cet humain-là? Et c'est ça, pour moi, la question, elle est là. Et c'est très difficile, quoi. Et puis l'autre chose, c'est aussi ce côté imprévisible du monde, quoi. Bon, alors c'est lié à la complexité, enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Edith a pris l'exemple de la guerre de 14-18 au début. Non, c'est Guy qui a parlé de la guerre de 14-18. Alors justement, pendant la guerre de 14-18, il y a une anecdote que moi j'aime beaucoup qui implique Henri Bergson. Et à Henri Bergson, on lui demandait, on lui dit, mais bon, tous les grands événements provoquent toujours des grandes œuvres d'art. Donc forcément, la guerre de 14 là, qu'on est en train de vivre, enfin, cette guerre qu'on est en train de vivre, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait se terminer. Forcément, il va y avoir une grande œuvre d'art qui va en sortir. Alors vous, qui êtes le plus grand philosophe de notre époque, qu'est-ce que vous pensez? Quelle œuvre d'art va sortir? Et Bergson avait dit, si je le savais, je le ferais. Et donc, il disait en cela qu'il ne pouvait pas savoir. Oui, en effet, certainement que la guerre de 14 allait donner lieu à de grandes œuvres d'art, comme la guerre d'Espagne a donné lieu à Guernica, par exemple. Enfin, c'était après, enfin voilà, c'est un exemple où les guerres napoléoniennes, il y a des œuvres de Goya, etc. Mais tant qu'on ne les a pas vues, on ne peut pas savoir ce qu'elles seront. Donc, penser au monde de demain, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut agir et tout, et c'est pour ça qu'on en revient à l'action. Mais dire quel monde on veut, c'est une autre question quand même, hein. C'est pas juste qu'est-ce qu'on va faire, c'est quel monde on veut. Mais ça, c'est juste. Enfin, il me semble que justement, l'intérêt la philosophie nous enseigne que cette question, on ne peut pas y répondre, quoi. On ne peut pas y répondre. Et juste pour finir,
Pour moi, il y a un philosophe ancien grec qui avait abordé ce sujet-là, enfin d'une certaine façon, mais c'est Aristote, qui ne s'exprimait pas en latin, hein, Günther, si on cite. Mais dans son livre sur la politique, il dit bien que la politique, on ne peut pas calculer. C'est pas, en gros, ça ne peut pas être scientifique, la politique. Et donc, c'est pour ça qu'il disait qu'il faut délibérer. C'est là, en gros, c'est une sorte de démocratie, mais vraiment délibérative. Hein. Et donc, en fait, voilà, les questions politiques, on doit les délibérer. Donc, ce n'est pas juste des souhaits ou des choses comme ça doit être issu de discussions. Parce que, en effet, c'est imprévisible. On ne peut pas calculer, on peut pas. Donc, pour moi, en effet, si je devais faire un souhait, c'est qu'on développe cette délibération. Alors, les cafés philo participent à ce mouvement-là, d'ailleurs, c'est pour ça que je considère que l'engagement dans les cafés philo, c'est un acte citoyen, parce que ça développe la délibération dans la société, à notre petite échelle. Mais si c'est une petite échelle, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vient. Mais je pense qu'en effet, en tout cas, moi, personnellement, voilà, on se demandait qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, l'engagement dans la délibération, c'est très important, très, très important, parce que justement, c'est ce qui permet de partager les décisions et de prendre ensemble les décisions et de réfléchir, etc., etc. Voilà. Merci. Là, donc, maintenant, c'est Jean-Yves. Jean-Yves? J'ouvre mon micro, merci. À propos d'impossible, je ne sais plus si c'est Pascal qui a parlé d'impossible, il y a une citation qui vous fera plaisir de Mark Twain, je crois. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Il faut avoir le cœur accroché pour se baser là-dessus. Mais ça donné. Sinon, en parlant de philosophie, moi j'ai l'impression que la question qu'on peut se poser maintenant à propos d'hommes, puisque Günther est très intéressé par l'étude fondamentale, je ne sais pas si c'est Günther ou Pascal d'ailleurs, mais c'est une question qui peut se poser, une question assez ouverte, ça serait comment concevoir absolument, c'est-à-dire sans complément. Et sinon, pour en revenir à l'Amazonie et aux citations de chefs amazoniens, Pascal pourra me dire, puisque c'est souvent lui qui m'envoie des choses sur l'écologie, il semblerait que l'Amazonie, la forêt Amazonie, ne fonctionne plus comme elle fonctionnait pour servir nos intérêts, mais qu'elle fonctionne en sens inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est à propos de la production du CO2 par l'intermédiaire de comment ça s'appelle, la machin synthèse, la photosynthèse. Pardon ? La photosynthèse. Voilà, c'est ça, la photosynthèse. Sinon, à propos des chefs, il y a un chef indien qui aurait dit quand on aura pêché le dernier poisson, quand on aura coupé le dernier arbre fruitier, quand on aura souillé l'eau, on s'apercevra avec effroi que l'argent ne se mange pas. Ça me paraît assez significatif. Il y a aussi une citation, mais je crois que c'est un Indien d'Inde et pas d'Amérique qui aurait dit est-ce être en bonne santé que d'être en bonne santé dans un monde profondément malade, sur la notion de somatisation, etc. Sinon, au départ, je pensais à parler d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas se fixer des études générales sur la pratique de l'argent, parce qu'il semblerait que ça pose quand même de graves problèmes, mais même si ce n'est pas tout à fait négatif, mais maintenant, ça en est venu à poser des problèmes à tel point qu'on peut envisager qu'on change carrément de manière de vivre, et à ce moment-là, effectivement, ça sera un monde d'après ou d'après-demain même. Et par exemple, en visant que les banques, à notre époque, deviennent la propriété des peuples réellement. Parce que les emprunts, là, les 1000 milliards ou les milliards de milliards, en fait, de la manière dont on entend parler, c'est toujours impersonnel. Mais en fait, il y a bien des gens, des banquiers ou des actionnaire qui possèdent cet argent. Donc, si ces gens-là ont un pouvoir, est-ce qu'ils doivent avoir un pouvoir négatif ? Un petit peu comme quand on parle du marché, est-ce qu'on doit s'en remettre au marché, sachant que même s'il n'est ni pour ni contre l'humain, il est au moins pas pour. Donc, c'est aberrant. C'est un peu comme le gâteau de la croissance.
ça ne sert à rien que le gâteau soit énorme s'il y en a de moins en moins qui mangent le plus, quoi, de plus en plus, quoi. Et sinon, je voulais parler aussi de la phrase de Malraux là, qui malmenait à propos de la spiritualité du XXIe siècle. On voit dans les bouquins, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais la spiritualité, comment dire, c'est un petit peu ce qu'on fait, quoi. On fait travailler son esprit, on essaye d'avoir un esprit comment dire, indépendant, essayer de s'émanciper. Alors que si vous êtes dans une réunion à majorité de chrétiens, ils vont dire ce qu'il avait dit, en fait, ce sera la religion, quoi. Ok, merci. Désolé de vous couper, Jean-Yves, mais j'ai encore 4 demandes de prise de parole, même 5, mais j'ai 3 premières prises de parole. Donc, on va commencer par Lilia. Si vous voulez rouvrir votre micro, Lilia. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, ça va, on vous entend. Merci. Alors, du coup, moi, ce que j'en pense, après vous avoir tous écouté, donc, quel monde voulons-nous pour demain? Pour moi, et j'étudie beaucoup l'égyptologie et la science des Égyptiens, sans rentrer dans le côté spirituel, et ce que j'ai appris de principal, et surtout pour comprendre même à lire les hiéroglyphes, et même à lire même l'ancien français, et à lire à lire les textes hiéroglyphiques, c'est que pour comprendre un tout, il faut d'abord comprendre le passé, l'actuel pour pouvoir envisager le futur. Tout à l'heure, l'intervention de Joseph était assez intéressante dans le sens où elle était réaliste. Je ne l'ai pas trouvée personnellement pessimiste parce que je me trouve actuellement à Dubaï et je travaille en Égypte et je fais toujours le tour du monde. Et j'ai donc la réalité de la situation au Pakistan, j'ai la réalité de la situation en Russie, j'ai la réalité de la situation en Asie en ayant travaillé longtemps à Hong Kong. Et je voyage beaucoup et je fréquente des personnes justement qui sont universelles. Et cette situation, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde qui est fait de mondialisation. Voir local et vouloir penser local, pour moi, c'est une utopie qui n'est pas réalisable dans le sens où aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est dans la mondialisation et dans le libéralisme économique. Depuis la Révolution française, nous sommes dans le libéralisme économique qui a ouvert nos frontières. Nos frontières sont ouvertes, donc nous dépendons d'un collectif universel. Donc, vouloir penser local, c'est une utopie. Nous avons vu déjà que même pour les Gilets jaunes, à qui nous avons donné un parti politique, il est impossible aujourd'hui, avec justement cette dépendance économique à la mondialisation, pour un collectif de pouvoir envisager une économie ou même une structure, ou même de pouvoir créer une structure locale, quel que soit son nom. On a essayé, on a testé. Et d'ailleurs, pour revenir sur les Gilets jaunes, ça m'a fait penser à quelque chose, je ne sais plus, et pardonnez-moi si j'oublie vos prénoms, j'ai une très mauvaise mémoire pour les prénoms. Il y a une phrase que j'ai relevée qui était « Le besoin matériel des humains crée une évolution ». Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'humain est un besoin matériel dans le sens où aujourd'hui, nous sommes dans une société où même les Gilets jaunes qui étaient en bas de chez moi, parce que j'habite juste en face de l'Arc de Triomphe, et j'ai été face à ces Gilets jaunes, que j'ai voulu comprendre parce que justement, moi, j'étais tellement déconnectée dans mon monde et dans ma bulle et dans mon travail et pas impliquée dans ces revendications parce que je ne prends même pas la voiture et tout ça. Et j'étais complètement dans une ignorance. Donc, j'ai voulu discuter avec ces personnes qui parlaient de Révolution française, qui parlaient de plein de sujets. Et moi qui étudie l'histoire et qui suis passionnée d'histoire et qui suis passionnée justement du passé pour comprendre l'actuel et pour envisager un futur et qui a des ambitions politiques dans le sens où je veux comprendre et si on comprend, je pense que ça nous donne quand même une responsabilité. Je suis allée les voir et j'ai été très intriguée. Je me suis dit comment le peuple peut revendiquer une révolution française qui n'a aucun lien avec le peuple, dans le sens où pendant la Révolution française, le peuple était en train de pleurer pour le prix du grain et justement pour être contre le libéralisme économique et pour justement la restitution des pouvoirs royaux, parce que justement ce roi qui était là avec eux, quel que soit là, j'y étais pas, en tout cas de ce que j'ai étudié, le roi avait instauré un prix stable pour que le peuple ait son grain avant les marchands. Parce que déjà, le roi était comme ça par la banque et avec toutes les guerres dans lesquelles il était impliqué, il a dû payer des dettes et ces dettes-là ont fait qu'il a donné des crédits et que ces crédits-là ont été dispersés sur plusieurs têtes. Donc, à la fin, c'est comme ça qu'on a perdu notre roi et que le libéralisme économique s'est mis en place. Mais le peuple, lui, était en train de pleurer, non pas pour la mort du roi, mais d'après ce que je sais, et si mes connaissances sont fausses, contredisez-moi, j'attends que ça, et pour apprendre justement. Mais le peuple ne pleurait pas pour ça. Je voudrais vous demander de raccourcir parce qu'on arrive à la fin. Merci. D'accord, très bien. Et donc,
Quand on dit qu'aujourd'hui l'être humain a un besoin matériel, je ne pense pas parce qu'ils ne savent même pas se servir suffisamment d'Internet pour avoir des revendications. Et là, je parle de moi-même aussi. Et nous ne savons même pas nous servir suffisamment d'Internet pour même pouvoir justifier une révolution, pour pouvoir justifier plein de choses. Et aujourd'hui, l'actuel, c'est vrai, l'histoire ne s'arrête jamais de s'écrire. Aujourd'hui, si l'économie était aussi importante, même en France, et si la science de la politique, donc de la mondialisation, n'était pas dominante, pourquoi est-ce qu'en France, on a arrêté tous ces restaurants sans aucune pitié? Et si l'économie était si importante que ça, et si c'était une valeur dominante, et si les banques, justement, étaient une couronne en France qui dominait la politique et qui domine le collectif, comment est-ce que ça se fait qu'on arrête autant les restaurants? Comment est-ce que ça se fait qu'on arrive à arrêter l'économie sec si ça a une telle incidence sur nous? Merci. Marie-Noël. Comment on fait là? Ben, on t'écoute, on t'entend là, c'est bon. Touche à rien, parle. Ah bon? Ça marche. Ça marche? Oui, parle. Oui. Alors, moi, je me pose des questions depuis la Covid-19 sur les notions de santé et de vie. Ivan Illich disait, la vie n'est pas une maladie. Par contre, parle devant ton micro. Pardon. Alors, Ivan Illich disait, la vie n'est pas une maladie. Voilà. La médicaliser, c'est la morbidiser et la servir à la relation thérapeutique. Il me semble qu'il y a quelque chose que je vois au niveau de la Covid-19. Il y aurait deux formes de médecine, deux conceptions qui s'affrontent en matière de santé. Donc, soit le médecin décide pour son patient de traiter la maladie, vu comme un processus maléfique extérieur, donc contre lequel il faut lutter et enrayer. Le médecin agit alors en technicien savant, déresponsabilisant le patient dans sa recherche de guérison. Et puis l'autre façon de voir, soit le médecin part du principe qu'il y a une intelligence à l'œuvre dans la réaction pathologique du patient. Il va alors accompagner l'effort de rééquilibrage de l'organisme en informant le patient. Donc celui-ci se responsabilise en participant à sa guérison sous la conduite pédagogique du thérapeute. Merci. Ah non. La médecine du premier cas donc, peut s'avérer utile, bien sûr, en cas d'urgence. Mais est-ce que la médecine du deuxième cas, elle serait, elle, plutôt de l'ordre de la prévention? Alors, excusez-moi. Donc, il y a un médecin qui s'appelait Soli Ben Sabah qui parlait du stress. Le stress, c'est la vie. Comment est-ce que l'on voit comment est-ce que l'on envisage le stress? Alors, je dis le stress, c'est le physique ou mental. La santé humaine est affaire d'équilibre. Dévoyé de son sens, donc déjà le mot stress a été dévoyé de son sens parce qu'on ne l'utilise que dans son sens négatif. Dévoyé de son sens, détourné par le langage commun, le mot stress a perdu sa réalité biologique fondamentale. Merci. Alors, le stress... attends, encore pas, t'as pas fini? Oui, j'ai fini là après. Ah bon, d'accord, pardon. J'ai 4 lignes, voilà. Ah ok, on te laisse les lire. Et le courant, le mouvement qui nous pousse à nous éveiller le matin, à bouger, à vivre tout simplement. Donc le stress est au sens propre une stimulation et comme telle peut être positive autant que négative. On peut lui donner la couleur de la joie ou du malheur, il n'emporte pas moins toujours le même nom sous lequel on désigne un système d'action et de réaction, de stimulation et de réponse dont chacun d'entre nous est à son tour le jouet du jour de sa naissance à l'heure de la mort. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est là où on voit qu'on est complètement responsable de son destin. Et ce que je souhaite, c'est que les générations futures apprennent à bien diriger cet élan vital qu'ils portent en nous. Merci Marie-Noël. Alors, dernière prise de parole, Béatrice, et après Gunther et Edith, vous conclurez peut-être avant de passer la parole à Gilles, je pense.
Alors, Béatrice. Oui, bonsoir. Alors, moi, je serai brève, hein. Je veux rebondir sur une phrase d'Édith, mais ce que je voulais dire, et je pense que c'est une réponse, c'est ce soir mon manque d'enthousiasme pour exposer mes idées. Et je me suis dit, mais c'est signe de quoi finalement? Est-ce que c'est un manque d'espoir? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, j'espère, je suis pas spécialement quelqu'un de pessimiste. J'espère bien que devant moi, j'ai encore 20 ou 25 ans à vivre. Mais je n'arrivais pas à formuler ce monde de demain. Non, je n'avais pas d'idée. Et je pense qu'on sort aussi de cette pandémie un peu exsangue. On s'est dit, chouette, c'est demain, c'est le déconfinement, on va faire ceci, on va faire cela. Je discutais pas plus tard que cet après-midi avec une commerçante d'Ivry qui me dit, bah, écoutez, moi, je ressens un peu la même chose. On se sent un peu pétrifié. Alors, j'espère qu'on va s'en sortir, hein. Mais bon, alors, si tout de même, bon, j'ai une idée à développer. On a parlé de la banalité du mal, c'est Edith qui s'est exprimée sur le sujet. Moi, ce que je souhaite pour demain, c'est effectivement une société avec beaucoup moins de violence. Cette violence, je la ressens même à Ivry. Je ne suis pas toujours très à l'aise pour sortir le soir. Par exemple, je m'en suis ouverte carrément un jour à Edith en disant j'ai peur d'aller chez Alain le soir. Est-ce qu'on peut me raccompagner? Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais je parlerai non pas de la banalité du mal, mais de la banalisation du mal aujourd'hui. On n'arrive pas à mettre un mot sur le mal. Il y a eu toute une série de drames et un drame qui nous a touchés à Ivry avec Marjorie, en effet. Et on parle beaucoup aussi du pouvoir des juges actuellement. Et ça, je voudrais quand même une justice autre, parce que quand j'entends les journalistes le soir au journal télévisé dire ah, le meurtrier de... Alors, il y en a eu tellement, il y a eu Marjorie, il y a eu aussi des policiers abattus, enfin, à commencer à parler, à commencer à verbaliser, comme si quelque part il était plein. Alors, bon, je ne souhaite pas un retour à la guillotine, hein, pas du tout, mais cette empathie pour le meurtrier, alors qu'on finalement ne parle plus du tout des victimes. Hein. Je ne me souviens plus lequel c'était, dans quel cas c'était, parce qu'effectivement, les drames se sont succédés là, les semaines passées. Mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu choquée. Et je voudrais qu'on évite cette banalisation du mal, hein, qu'on mette vraiment un mot dessus, et ça passe par l'éducation, bien entendu. Je souhaiterais que tout ça change. Voilà, juste ce que j'avais à rajouter. Alors, bon, le temps passe. Je sais qu'il y a le poète et les choix des sujets pour la prochaine fois. Guy, en tant qu'initiateur du sujet, a une petite conclusion. Non, ce n'est pas une conclusion, mais je ne conclurai pas ce débat. Il y a mon sentiment sur un point. Je dirais que, oui, effectivement, on fait un cahier de doléances, on voudrait un monde bisounours, tu as raison Pascal, mais néanmoins, je crois que si on reste assis et qu'on regarde le train passer, ça ne sert pas à grand-chose. C'est philosopher et punto, je veux dire, et point à la ligne. Et ça ne nous mène à rien, il faut qu'il y ait une action derrière. Alors, est-ce qu'il y a une action? Bien sûr, on le souhaite et c'est pour ça qu'on est là et qu'on en parle. Je pense que notre ami Aristote, eh bien, il serait resté au juste milieu, c'est même pas là de Buridan. Il faut que les idées mènent à quelque chose. Mais à partir du moment où on débat, est-ce que ça mène vers des idées ou pas? Si c'est uniquement
uniquement pour débattre, vous m'entendez quand même? Oui, Si c'est uniquement pour débattre, je pense que c'est un petit peu dommage, hein, que c'est pas du tout à usage externe. Et puis je reviens, si j'ai bien Béatrice, aimé tu peux fermer ton micro. la façon dont Gunther nous a retourné la question. Qu'est-ce que nous sommes prêts à supprimer de nos désirs? Ça, c'est la question qui nous est personnelle et à laquelle on va réfléchir après ce débat. Je rends la parole. Oui, mais là, je voudrais être tout à fait d'accord avec Edith. C'est lui qui a fondé les cafés philo, Marc Sautet. Il avait toujours peur que le philo devienne le nouvel opium du peuple. C'est-à-dire, pour moi, c'est évident, si ici on essaye d'interpréter le monde, c'est pour mieux agir ensuite. Si ça remplace l'action, c'est le nouvel opium du peuple. C'est à ce moment-là, on s'élève dans les belles idées une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais si ça ne change pas notre vie, l'action, c'est de l'opium, c'est-à-dire c'est complètement contre-productif. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Je suis aussi d'accord avec Pascal, ce qui est rare, c'est qu'il y a 2 écueils, si je l'ai bien compris. Ceux qui sont uniquement dans leur désir, ils construisent des châteaux en Espagne. Ceux qui sont uniquement dans la réalité, ils ne changent rien du tout. C'est-à-dire, ils s'adaptent. Et ça a été dit, toutes les utopies d'une époque sont devenues une réalité. C'est une phrase d'un philosophe de Montpellier. La philosophie, ça consiste à explorer des champs désirables et possibles. Et une question pour Pascal à réfléchir, si tu délibères demain, quel sera ton désir? Tu peux pas y aller, je délibère. Et il faut que tu aies un désir. Donc, tu peux pas dire non, on délibérera, mais on délibérera à partir des désirs. Pour Béatrice, je crois, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit aux Français, arrêtez d'être des Gaulois, vous êtes comme les autres, adaptez-vous. Et c'est Thatcher qui avait dit, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Et Barbara Stiegler, elle a écrit le livre S'adapter, mais pour dire, il faut surtout pas s'adapter. Individuellement, il faut s'adapter. Et logiquement, c'est complètement absurde. Nous créons le monde. Si je regarde par la fenêtre, nous avons tout fait. Donc, c'est comme on va chez le tailleur, il fait un costume, non pas sur notre mesure, mais un costume où donc il faut créer un monde qui nous correspond. Dernière chose, dis-moi ce que tu désires et je dirai qui tu es. Donc, la philosophie, c'est aussi explorer quels sont nos vrais désirs, parce qu'on peut aussi se raconter et voilà. Mais Edith? Je veux ajouter à ce que vient de dire Gunther 2 choses, et une part par rapport à ce qu'a dit Pascal et qui a été repris par d'autres gens, et notamment par Guy Louis, ce qui m'étonne, c'est que le sujet était que souhaitons-nous, où tous les gens ont dit ce qu'ils souhaitent. Non, le sujet était que voulons-nous. Et la question n'est pas de savoir ce qu'on souhaite. Oui, d'abord ce qu'on souhaite, mais vouloir, c'est souhaiter et agir. Donc, en ce sens, je reprends ce que dit Gunther, d'une part. Et d'autre part, quand Pascal dit, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Eh bien, oui, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'homme, mais justement, quand on regarde autour de soi ce que font des collectifs, des artisans, des coopératives, des collectifs d'action qui commencent par délibérer, qui commencent par réfléchir, 1, par exprimer leurs désirs, 2, par discuter entre eux sur ce qu'ils peuvent faire à partir de leurs désirs et avec qui, et 3, qui cherchent à faire. Et ça, au niveau culturel, quand Béatrice, effectivement, elle a, pendant la période de pandémie, organisé des balades qu'elle n'organisait pas auparavant, bon, elle a fait des choses en discutant avec d'autres qui l'ont aidée. Quand Adeline, elle travaille avec X, Y et Z et des gens sur le thème du désir de nature, etc., et qu'elle fait lire des textes, etc., mais c'est pour faire quoi? Donc, il est possible, la question n'est pas, 1, seulement de souhaiter, mais 2, de vouloir,
et de s'appuyer sur ce que des gens ont, ce que des collectifs font. Et en ce sens, pas de pessimisme par rapport à la nature humaine. Et par rapport à Adeline, simplement un truc, il ne faut pas opposer effectivement les peuples indigènes et le peuple blanc. Il y a chez les Blancs des intellectuels et des collectifs qui ont lutté contre les ethnocides. Il y a eu le tribunal Russell, etc., avec Sartre et Jolin, etc. Et encore aujourd'hui, il y en a qui se bagarrent non seulement contre les génocides, mais aussi contre les ethnocides. Bon, oui, voilà. J'aurais voulu quand même dire quelques mots parce qu'effectivement… Oui, mais non, parce que je suis désolé, on arrive au bout, on a déjà dépassé. Il y a le poète et après le choix des… Donc, c'est Edith, l'initiatrice du Café Philo, qui a conclu. Pour le reste, la parole est au poète. Vous m'entendez? Oui. Alors, un monde où il n'y a plus de banalité du mal, ni de dite soumission volontaire face aux involontaires, un monde du bien commun, ce qui est bon pour tous, une espérance active, quelle action veut-on, un conseil éthique pour agir, entreprendre, les utopies révolutionnaires à reprendre, quoi et comment ensemble veut-on, désire-t-on? Nous solidarisant, nous mobilisant tous, après cette crise, quelle reconstruction et sur quelle base notre refondation? L'impératif catégorique écologie, environnementale, sociale écologie, retour à la nature, l'humaine nature, de nature en culture créée, de culture en nature nous recréer, et recréer le monde de crise vagabonde, en renaissance au monde et en peuple du monde. L'arbre de l'individualisme occidental qui cache la forêt de la misère mondiale, au lieu d'un engagement à délibérer sur le choix de ce qui serait à recréer. Oh, demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait? Victor Hugo, Alter Hugo, les chants du crépuscule, de ce qu'on en fera, pense, dit, agit, ose, sujet, objet, adéquation, à cause, effet, rétribution, le monde, la bascule, la transformation et la libération de l'humanisation. Et si la question du monde est posée, à quel monde pensons-nous en la posant? Heidegger, être et temps, tel que nous l'apercevons, donc humanisé, et ce faisant en partisan, en artisan, ainsi de grâce, naître, renaître à temps. Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective, la nature, notre terre nourricière, heuristique, maïotique, écologique, éthique, dépend bien de nous, qui dépendons bien d'elle, et bien à respecter, en lien à partager, en trait de perspective. Résister aux forces négatives, nous battre avec des forces créatives, des forces lucides, Edgar Morin, forces alternatives, anticipatives, attractives, collectives, objectives, éducatives, communicatives, humaines, humains, nous y sommes les convives. Le monde et moi, nous ne formons qu'un seul livre. Pour bien l'écrire, il faut vivre pour lui, nous livre Robert Sabatier, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Victor Hugo, Alter Hugo, qui avec lui éclaire et lui, l'homme océan, le phare éclairant le monde, ce monde qui nous fonde, le monde que l'on fonde. De ce monde de virus et de contagion au monde autre virus, autre contagion, de la vertu, morale, éthique recouvrée, du peuple souverain, le peuple enfin humain, plus digne, plus fraternel, plus juste, plus vrai, saurore, terre, patrie, monde, fratrie, demain, du plus au mieux et de l'avoir à l'être, la voie, Edgar Morin. Sortir de soi, hors de soi, naître, renaître, ma foi, en souffrance, en puissance, en souffrance
Et puis sens, c'est ici le chemin de l'espérance qui se fait en avançant, se fait en marchant, la solidarité et l'hospitalité, la sortie du tout marchand, l'entrée de plein pied dans le monde humanité, intime, universelle, convivialité, humanité, une amitié, lien d'amour, d'amitié. Maintenant et ici, notre défi humain, mais non, mais si, aujourd'hui pour demain. Des ombres de la caverne, des ombres de nos cavernes, l'ombre de nos tavernes, de la réalité qui nous crève les yeux, au réel à construire le juste milieu, à la lumière de justice et vérité, quoi qu'ils doivent en coûter, à notre humanité, notre vision du monde, conception du monde, construction du monde, création du monde, maïeutique du monde, aux vibrations, aux ondes de ce monde visible, au monde autre que nous rendrons visible, à notre monde sensible, avec cible le monde intelligible, impossible possible, invisible visible, et de commencement en recommencement, itinéraire de l'être au monde, au naître au monde, à l'horizon de la raison, l'homme est voué au monde, au champ de la passion de l'humanité, monde moral, éthique, écologique, impératif catégorique, en un mot commençant, à demain, notre monde. Merci Gilles.